Salut la team, ça fait un bon moment qu'on s'était pas retrouvé sur ce format de vidéo comme ça où je vous parle face caméra parce que du coup bah là pendant 3 mois c'était des vidéos sur le Japon, au Japon, des vlogs en fait tout simplement. Sauf qu'en réalité, vous avez eu le dernier vlog, bah là il est en train d'être en ligne, d'être publié. Mais ouais, je suis plus au Japon depuis fin septembre, là on est le 14 janvier aujourd'hui. Et du coup je m'étais dit qu'il fallait peut-être faire une vidéo de fin, explication un petit peu résumé pour vous. Donc, j'étais parti un peu plus d'un mois au Japon, mon deuxième voyage. La première fois vlogué aussi, c'était 3 mois. On est parti à Tokyo pendant 2 semaines, ensuite à Nagoya pendant 3-4 jours, ensuite Kyoto, Osaka et Nara pendant une bonne grosse semaine. Ensuite 5 jours à Okinawa, puis 4 jours à Sapporo, puis les 3 derniers à Tokyo. Voilà, donc un gros road trip. On a pris l'avion 3 fois en interne dans le pays, on a pris le Shinkansen plusieurs fois aussi, on a beaucoup voyagé, et du coup il fallait revenir vite fait un petit peu sur le prix. Donc pour un mois au Japon, comme j'ai fait, où vraiment je me suis pas privé, on allait au resto quasi tous les jours, sachant que manger au restaurant c'est vraiment pas cher au Japon, il faut bien choisir son resto, il y a des restos, c'est comme partout, de luxe qui coûtent des centaines d'euros, mais nos restos français à nous, par exemple, classiques, routiers, je sais pas comment dire, qui sont, voilà, 20 balles, un petit resto, quoi. Là-bas, c'est 5 euros le petit resto, tu vois. Il y a vraiment une différence de prix énorme. Après, c'est culturel aussi. Là-bas, manger sur le pouce comme ça, un bol de ramen, c'est beaucoup plus ancré dans la culture que nous, où on va au resto, manger, passer un moment. C'est plus occasionnel. Là-bas, c'est quotidien. Tu vas tout seul manger ton bol de ramen après le boulot. C'est banal, tu vois. Et puis parfois, faire ses courses aussi. Genre, par exemple, si tu veux manger à l'occidental, des pâtes carbo, des trucs comme ça, la crème fraîche, ça coûte cher. Ça coûte plus cher parfois de faire son propre repas que de manger son bol de ramen. Donc au final, vous pouvez manger à l'extérieur pour pas cher. Les logements, pareil, il y a des Airbnb qui coûtent vraiment que dalle, 20 balles par nuit, c'est vraiment pas grand-chose. Si vous restez un mois, bah, vous restez 30 jours, 30 nuits, bon, bah, vous faites 30 fois 20, vous êtes à 600 balles le mois. 600 balles le mois pour un mois, ça va. En vrai, ça va. Comme nous, on est parti un petit peu partout, et qu'on a voulu aussi se faire plaisir, genre par exemple à Okinawa où on a pris carrément une maison pour 7 alors qu'on n'était que 2, le prix a augmenté. Donc on a utilisé 5000 € chacun, voilà, parce qu'on était deux. Mais on a été à ouais, Universal Studios, Disney Sea, on a fait Legoland, on a fait le Mont Fuji aussi. On a loué une voiture 2 fois, on a loué 2 voitures. Vraiment, si vous avez cette somme-là sur vous, vous avez 5000 €, vous pouvez faire un road trip dans le Japon. Il y a une différence entre faire ce qu'on a fait là et faire ce que j'avais fait la première fois, où genre j'étais resté un mois à l'ouest de Tokyo, un mois à l'est de Tokyo, et j'ai fait un mois à Kyoto, Osaka, Nara. En fait, moi pendant un mois, j'ai pas trop bougé, j'ai pris les métros, j'ai pris les petits trains, mais j'avais pas pris l'avion, pas de Shinkansen. J'explorais la ville en soi, mais explorer la ville à pied, par exemple, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Beaucoup de monuments sont gratuits, mais je suis pas allé faire 50 parcs d'attractions, 50 000 trucs différents. Je suis resté un petit peu, en fait, vivre là-bas. Concernant les prix aussi, l'avion, c'était un petit peu plus de 800 € aller-retour, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous pouvez aller au Japon, aller-retour, même encore aujourd'hui, en 2026, pour 800 € aller-retour, voire même moins cher. Il y a des billets à 650 € avec des compagnies chinoises, avec escale bien sûr. Des fois, à ces prix-là, à 650 €, je garantis pas qu'il y ait des escales de 2-3 heures, c'est peut-être 12 heures d'escale. Mais c'est possible. Vous pouvez, pour très pas cher, très peu cher, très peu de budget, aller au Japon. 650 balles, c'est possible. Mais tu vois, 800 €, on avait deux bagages en soute chacun, plus un bagage cabine, plus un bagage à main. Voilà. Donc on a payé 1600 à deux pour 4 bagages en soute, 2 bagages cabine et 2 bagages à main. Alors que parfois, un vol direct avec Air France coûte 1600 balles, donc le même prix que 2 billets.
Le mont Fuji, je reviens dessus un petit peu aussi. C'était un petit peu, voilà, le truc qui faisait le plus peur du voyage, l'imprévu, les problèmes qui pouvaient arriver, le physique aussi qui pouvait ne pas tenir, l'équipe avec qui j'étais qui était, bah, pas forcément, aussi prête que moi. C'était le seul point noir un petit peu du voyage. Tout le reste était génial, hein, et allait être génial, je veux dire, mais le mont Fuji, c'était un stress. Faut se garer, faut y aller, faut louer une voiture, faut qu'on montre nos passes, faut qu'on arrive à aller au sommet et après qu'on arrive à rentrer, mais on va être crevé. Est-ce qu'on va réussir à conduire, alors qu'on est crevé? Tu vois? Je me posais ces questions-là aussi, mais ça l'a fait, très bien fait même. Honnêtement, le mont Fuji, je vous le dis, si vous voulez le faire, déjà c'est que l'été, hein, je rappelle. Si vous voulez le faire en avril, c'est pas possible. Si vous voulez le faire en novembre, c'est pas possible. C'est entre juillet et la première semaine de septembre. Tous les ans, c'est comme ça depuis des années et des années. Je pense pas que ça bougera parce que si c'est pas dans cette période-là, en fait, ça va juste être dangereux, voire mortel pour vous. Donc il faut absolument, et puis même l'encadrement pendant 2 mois, il y a les refuges toujours ouverts, ça peut pas rester comme ça toute l'année. C'est des gens qui font des saisons, je suppose, dans les refuges. Donc il faut absolument que eux puissent retourner en bas un jour, quoi, hein. Voilà, on va pas rester à 3000 mètres toute notre vie, sachant qu'il n'y a rien sur Mont Fuji. Quand tu tiens un refuge, c'est pas un village, non, c'est une cahute, quoi. Tu tiens une cabane, tu dors sur une planche en bois, c'est nul. Voilà. Mais oui, si vous voulez y aller, du coup, c'est l'été impérativement. Le pass est de plus en plus cher chaque année, mais même s'il est de plus en plus cher chaque année, au début c'était même pas 10 balles, 20 balles, puis voilà, ça monte en prix. Même si un jour, imaginons, ça monte à 100 euros, bah c'est pas non plus cher payé, je veux dire, dans un budget total de voyage pour aller au Japon. Si vous comptez y aller, c'est au moins 2 semaines, je suppose. Vous avez sûrement 3000 de côté. Bon, bah vous pouvez mettre 3100 euros. Donc vous en faites pas, le mont Fuji, si jamais c'est pas l'année prochaine, c'est l'année d'après que vous pourrez le faire, même si les prix doublent encore, c'est vraiment pas le truc qui fera que vous ne pourrez pas y arriver, quoi. Voilà, si vous avez pu économiser 3000 balles, les 100 euros de plus, vous pourrez le faire, vraiment, vous pourrez. Vous en faites pas du tout. C'est plus le physique qu'il faut parler. À partir de 3000 mètres, il y a 20% d'oxygène en moins. Honnêtement, bon après j'ai fait plusieurs randonnées, des GR, j'ai été dans les Pyrénées plusieurs fois, à la montagne du coup, à 3000 mètres aussi. Je n'ai pas vraiment senti de grands changements, de grandes différences. Après c'est progressif comme on monte à pied, hein. On a même dormi une nuit là-bas, peut-être que ça m'a aidé, mais sans mentir, j'ai pas senti. Voilà, j'ai pas senti, je vais pas vous faire le mec en mode ah fallait un masque à oxygène, non, non, j'ai pas vraiment senti de différence. Euh, Même en y réfléchissant, je vois pas. Peut-être que je reprenais moins bien mon souffle, ou peut-être que j'ai m'épuisé plus vite, mais comme j'étais prêt physiquement à y aller, que je m'étais entraîné suffisamment, au final, ça m'a pas du tout dérangé. Je sais qu'une personne de notre groupe a été un petit peu gênée par l'oxygénation. Il n'était pas vraiment prêt de base, c'était assez dur, mais ça a rendu le parcours encore plus dur, je pense, pour lui. Mais honnêtement, vous en faites pas, ne stressez pas, ne dites pas non, il n'y a pas d'oxygène, il faut une bouteille d'oxygène, je pourrais pas y arriver à cause de ça. En vrai, c'est pas un frein, c'est pas du tout un frein. Arrêtez d'écouter des gens qui vous disent ouais, il faut peut-être penser à acheter une bouteille d'oxygène, peut-être en bas, des petites fioles d'oxygène, si jamais en mode ventoline, mais pas une bouteille. Non, non, pas besoin de prendre non plus 50 000 couches de vêtements. Il fait froid en haut, c'est vrai, il fait froid en haut. Quand on attend le lever du soleil, de nuit, voilà, il y a vraiment besoin de prendre des vêtements. Mais si vous le faites de jour, moi, quand j'y avais été, c'était en septembre, c'est pas non plus plein mois d'août, donc peut-être que les températures baissaient un petit peu aussi. Il y a des gens qui gravissaient le truc en t-shirt, même au sommet, ils étaient en t-shirt, hein, parce que quand le soleil se lève et qu'il est midi, par exemple, waouh, là, la chaleur augmente. Honnêtement, il vous faut un manteau, quoi, mais pas besoin de prendre 3000 couches de sous-vêtements, 4 paires de gants, 3 paires de chaussettes, 4 doudounes. Enfin, il n'y a pas besoin de prendre tout ça si vous comptez monter 2 jours. Vous allez prendre du poids pour rien. Il faut prendre la classique, coupe-vent, et tu prends ton imperméable, quoi, si jamais il pleut.
tu prends de quoi tenir pour le mauvais temps, et puis si jamais tu as peur, tu prends couverture de survie, ça c'est ce que je conseille tout le temps. Comme ça, bah, si jamais il fait vraiment trop froid, tu as toujours la couverture de survie, si jamais, voilà. Faut toujours prendre des si jamais quand on va à la montagne, donc prenez quand même la doudoune, prenez quand même de quoi faire si jamais vous redescendez tard et que vous avez mal calculé et qu'au final, voilà, vous vous blessez en haut, et vous mettez du temps à redescendre, ce sera de nuit, machin. Mais même gravir de nuit, il fait pas si froid, c'est le fait d'attendre statique au sommet avec le vent gelé qui vient de nuit, tout ça, machin, et pas bouger. Tu vois, tu as une prise au vent énorme en haut, le soleil n'est pas là, tu bouges pas, des fois pendant 1 heure, tu te refroidis à fond. Mais tant que tu avances, tant que t'es pas au sommet, et voilà, il n'y a pas besoin, on n'est pas à l'Everest, quoi. Il fait pas -50, c'est pas vrai, il fait pas -50. Il va faire ouais, jusqu'à -10 maximum. Regardez, hein, même sur internet, c'est public les chiffres de toute façon, mais il fera jamais -30 en plein mois d'août au sommet la nuit, hein. C'est une légende ça. Donc il fera, je dirais, de ce que j'avais vu moi quand je m'étais renseigné, au sommet il fait environ 0. Sauf que du coup il y a du vent à fond, et quand tu bouges pas, 0, c'est froid. Voilà, surtout que tu es fatigué de ta montée, heu, il peut y avoir moins d'oxygène aussi comme je l'ai dit, et du coup peut-être que tu es plus sensible au froid. Et puis, en plus ça dépend de la sensibilité de chacun. Bref, niveau entraînement physique, faut être en forme, c'est tout. Pas besoin de, se préparer 12 ans pour pouvoir y aller. Pas besoin de faire un entraînement, de malade et d'escalader le Mont Blanc ou je sais pas quoi. Mettez-vous, moi à chaque fois je conseille, mettez-vous à la course à pied, comme ça vous allez connaître votre endurance, votre corps, pas forcément la muscu, hein. La course à pied c'est vraiment le mieux, ou la marche, la randonnée tout simplement, mais comme ça vous allez voir la progression d'endurance dans votre corps, la gestion de l'effort. Quand on court, on se dit je veux courir 10 km, mais pour le faire, faut pas partir vite. Faut partir en fonction de soi, de son propre rythme, et il faut pouvoir calculer dès le début, bon bah si je cours à cette vitesse-là, je pense que je tiendrai jusqu'au bout. Tu vois un petit peu le cheminement? Et bah, pour gravir une montagne, c'est pareil. Il faut essayer de pré-shot, de pré-calculer sa condition physique. Il faut que dès le début, on se mette dans un rythme où bah, on le sait d'avance, du coup, comme on se connaît, que ce rythme-là sera le bon pour arriver au sommet. Ou alors, tout simplement, si jamais tu es dans un groupe et que là, ça va trop vite pour toi, tu es censé le savoir si tu t'es bien préparé du coup. Et du coup, tu ralentis. Tu demandes au groupe de ralentir. La technique, c'est de mettre le mec le plus lent devant, comme ça tout le monde le suivra. De toute façon, c'est pas une course pour arriver au sommet d'une montagne. La montagne, le mont Fuji, il y a des milliers de gens qui sont arrivés au sommet avant vous. Il y en a qui le montent pieds nus en courant. Vous n'allez pas battre un record. Le but, c'est d'arriver en haut, c'est tout. Donc, vous mettez pas en tête de le faire en 2 heures, ou je sais pas quoi. Il y a forcément un mec qui ira plus vite que vous, ça sert à rien. Donc voilà, en résumé, il faut quand même se préparer physiquement un minimum, mais comme je dis, être en forme. Si tu fais 150 kilos, ou alors que tu n'as jamais couru de ta vie, ou que tu n'es pas du tout sportif, que tu n'aimes pas l'effort, n'y va pas, ça sert à rien. Si tu es vraiment en difficulté physique, que tu as des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, que voilà, tu es très fragile, vaut mieux peut-être éviter aussi. Ou alors, voir un médecin, déjà, demander conseil, et se préparer en fonction de ce qu'il va te dire. Ou tu prends un coach sportif en fonction de ce que tu as, même si tu as des problèmes physiques. C'est pas impossible, c'est juste que du coup la préparation, voilà, c'est vraiment pas avec une vidéo YouTube que tu vas pouvoir te préparer. Va voir un spécialiste du sport ou un médecin du sport même, il pourra t'aider. C'est possible hein, d'y aller, c'est pas non plus surhumain. J'ai fait l'effort, c'est pas surhumain. En vrai, c'est pas non plus un dépassement de soi extrême quand on est préparé, je dis bien, c'est pas non plus extrême. Moi, en difficulté, je vous donnerais 4 à 5 sur 10. Voilà, c'était un effort, mais c'était pas un effort intensément important qui m'a marqué et qui a traumatisé mes jambes pendant 4 semaines. En un jour, j'étais remis, quoi, tu vois. Une personne qui était avec moi, qui est sportive, en forme, mais qui non plus ne fait pas du sport tous les jours, mais avait commencé à courir un petit peu pour se préparer, s'était remise en forme, on va dire. Pour elle, c'était facile, c'est pareil, c'était 4 sur 10 difficulté. Mais une personne de notre groupe qui était plus âgée, quasiment la cinquantaine à ce moment-là, qui faisait moins de sport
dû à 2 travails en même temps, donc forcément moins de temps pour soi, donc pour prendre soin de son corps et un âge 2 fois plus élevé que le nôtre, a trouvé, voilà, ce truc très, très difficile. C'était un vrai challenge pour lui, très, très dur, il est allé à 120 de son corps, on va dire. Il a quand même réussi malgré tout. C'est ça le message qu'il faut retenir. C'est que même si on n'est pas prêt, même si on a plus d'âge, on a plus 25 ans, voilà, c'est normal, hein, bon, au bout d'un moment on vieillit. Avec le mental, on peut arriver en haut. Il a réussi à arriver en haut, il était très heureux en haut, il a réussi à redescendre aussi, il a pris son temps, il a réussi et voilà, en un jour ou 2, il était remis, ça y est, hein, il n'a pas eu de séquelles, pas de blessures, tout allait bien. Donc voilà, pas de problème. J'espère que ça vous rassurera en tout cas. Pas besoin de courir un marathon, hein. Vous pouvez plus ou moins vous préparer. Mais en fait, il faut juste connaître son corps, juste connaître ses limites. Et pour moi, la course à pied, c'est le meilleur moyen. Augmenter son endurance, essayer de marcher avec un sac à dos, avoir un bon sac à dos, des bâtons de marche, des bonnes chaussures, des bons équipements, se renseigner sur le terrain, avoir une connaissance de la météo le jour même et avoir regardé quelques vidéos. Maintenant, on peut faire ça grâce à YouTube de mecs qui ont réussi à gravir le mont Fuji, genre moi, et voir comment ça se présente, les paysages, le sol, écouter leurs impressions, leurs ressentis. Ça va vous permettre de vous imprégner, de déjà même la nuit de rêver de ça et vous irez là-bas, en fait, vous aurez l'impression d'être déjà prêt, d'être déjà passé par là, ce ne sera pas un territoire inconnu. Et commencer quand on a l'impression d'être à l'aise, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise, mais on peut se donner l'impression d'être à l'aise, ça met en confiance et pour le mental, c'est bien. Bref, voilà, je ne vais pas détailler beaucoup plus sur ça. De toute façon, vous avez vu les vlogs, donc bon, bah, je ne vais pas non plus résumer chaque vidéo, hein. Sinon, vous pouvez toujours partir au Japon cette année. Malgré le contexte géopolitique actuel dans le pays, je suppose que vous avez déjà vu, hein, ce qui se passe là-bas. C'est compliqué, ça peut être un peu un frein. C'est vrai que quand on regarde un peu ce qui se passe pour les étrangers ou pour le tourisme, où on peut se poser des questions, on peut prendre peur. Mais si c'est ce qui vous empêche d'aller là-bas, honnêtement, faut pas écouter ces trucs-là. Faut y aller, c'est votre rêve, allez-y, vous n'allez pas mourir. Dites-vous que, par exemple, avant, bah, il y a eu un tsunami au Japon. Bon, bah, du coup, on va plus aller au Japon, ça fait peur, bah non, on va pas se priver. Il y a beaucoup de tremblements de terre au Japon. Bon, bah, du coup, on n'y va pas, bah non, on y va quand même, tu vois. Il y a beaucoup de problèmes de société au Japon. Bah, oui, mais ouais, on va y aller quand même. Là, c'est pareil. Il y a un gouvernement qui fait que ça devient un peu plus compliqué pour les étrangers, un peu plus chaud pour ceux qui veulent s'installer là-bas, un peu plus problématique pour les touristes. Il y a des restrictions supplémentaires. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut même faire peur. On peut voir des fake news, où on peut écouter des gens parler et se dire que oh là là, ça craint à mort, alors que non, ça craint pas à mort. C'est juste que forcément, comme partout, quand on va à l'étranger, on prépare son voyage, on se renseigne sur la culture. Quand on veut habiter à l'étranger, c'est pareil. C'est comme un déménagement classique. Ça prend du temps, faut prendre sur soi, faut s'organiser. Déménager à l'étranger, c'est encore pire, peu importe le pays. Donc je pense que de toute façon, c'est galère quoi qu'il arrive. Il y a quand même toujours déjà des avantages. Vous avez dû voir que le fameux truc tax-free, donc le fait qu'avec un passeport étranger, on ne paye pas la TVA, par exemple un objet à 1000 euros, s'il y a 10% de TVA, et ben en fait, on paiera 900 euros. En gros, c'est ça. La tax free disparaîtra, donc on va voir quand est-ce que ça va disparaître vraiment, faut que ce soit appliqué. Il y a déjà le JRPass qui avait augmenté de fou malade, genre limite x2. Mais bon, de toute façon, le JRPass, quoi qu'il arrive, même avant, était à peine rentable, donc ça reste pas un bon choix. Il y a des avantages pour les étrangers, c'est vrai, qui vont être enlevés. Mais par contre, l'avantage de la monnaie est toujours là. Dites-vous que quand je suis parti la première fois en 2023, 1 euro était 159 yens. Donc en gros, en pouvoir d'achat, 100 yens, en pouvoir d'achat, je dis bien, 1 euro en France, on achète des choses. Au Japon, 100 yens, c'est comme si c'était 1 euro. Ok? Sauf qu'en fait, comme la monnaie s'écroule, la valeur de la monnaie par rapport à l'euro,
en gros, et bah, 1 euro c'est 159 yens. Donc c'est comme si 1 euro égale 1,59 € quand j'étais parti là-bas. Il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, quand je suis parti, 1 euro, 170 yens à peu près, voire 172 certains jours. Donc 1 euro égale 1,72 €. Et aujourd'hui, 184 yens. Donc 1 euro égale 1,84 €. Donc le pouvoir d'achat augmente. Ce qui veut dire concrètement que si vous venez avec 1000 euros d'espèces, par exemple, 1000 euros, vous allez échanger votre monnaie contre du yen. C'est comme si vous échangez 1000 euros contre 1884 euros. Voilà, en gros, c'est comme si vous échangez 1000 balles contre x2 aujourd'hui. Peut-être que ça va, bon, ça empire de plus en plus, hein, donc à un moment ce sera x2 carrément. Donc c'est le moment d'y aller là vraiment niveau monnaie. C'est comme si un truc que vous voyez dans un magasin qui coûte 100 euros, en fait il coûte que 50 quoi. Enfin, limite c'est divisé par deux parce que tu avais la taxe free et en plus tu as la monnaie qui est divisée par deux. Donc c'est vraiment une folie furieuse. Donc allez-y, vous dites pas c'est la crise économique, machin, la monnaie s'écroule, faut pas que j'y aille, machin. Non, 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 on s'en fout, ça change rien. La monnaie est dévaluée par rapport aux étrangers. Mais le yen en lui-même, les Japonais vivent bien, hein, voilà. Et puis quand on regarde bien, en soi, c'est la crise dans tous les pays. Si tu cherches bien, partout dans le monde, c'est la crise. Donc quand t'écoutes les Américains, c'est le bordel, t'écoutes les Français, c'est le bordel, t'écoutes les Japonais, c'est le bordel. Donc au final, voilà, on va pas se priver de voyager, en fait, faut juste partir, faut porter ses couilles, quoi, c'est tout. Tu vas aller là-bas, t'y vas, c'est dangereux pour toi, non, bon bah t'y vas, tu vois. Tout dépend de la dangerosité physique, mais s'il n'y a pas de dangerosité, il n'y a pas de danger. Enfin, comme d'hab, je veux vous motiver, j'ai pas envie que, parce que des influenceurs, ou les infos, ou des médias, ou je sais pas quoi, disent ça, ça vous fasse peur et que ça vous freine, quoi. Parce que là, la monnaie est au plus bas. Donc faut y aller. Ce serait dommage que, au final, vous vous priviez d'y aller et que la monnaie remonte et que dans 3 ans, vous passez le cap et que voilà. Bref, comme je l'avais dit dans mon vlog précédent, le dernier vlog, du coup, je retourne au Japon cette année, en fin d'année, en octobre-novembre. Donc il y aura une saison 3 des vlogs, hein. J'espère que ça vous plaira. En attendant, je vais m'entraîner, du coup, comme j'ai dit, pour faire des montagnes. Parce que j'ai appris à aimer la montagne grâce au Japon, qui est composé, je rappelle, à 70% de montagne. Donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir découvert ça, et je vais me mettre du coup en route pour le TMB, le Tour du Mont Blanc, cet été. Je vous filmerai tout ça en vlog, bien sûr. Je vais faire des petits GR, des grandes randonnées avant, dans les montagnes. J'espère pouvoir faire le Mont Blanc, le Kilimandjaro, en parallèle, bien sûr, sur 1 à 2 ans. Je vous filmerai tout ça bien sûr en vlog. Donc il y aura, en plus du Japon, parce que le Japon je peux pas y aller non plus tous les jours, hein, c'est voilà, des vlogs quand même, mais sur la nature, sur quand même une notion de voyage, de découverte, de dépassement de soi, des bonnes valeurs que j'aime, genre le sport, ouais, dépassement de soi, l'ouverture d'esprit, la nature et le voyage. Des choses qui sont pour moi essentielles, et que j'ai envie de vous partager. Bref, merci encore de m'avoir suivi pendant cette saison 2 de Japan Trip. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur de voir tant de commentaires. Chaque vidéo, il y avait des coms. Des fois, c'était que un, mais toujours quelqu'un qui commente. Toujours quelqu'un qui est vraiment là pour suivre l'aventure. Il y avait en moyenne, j'ai calculé, tout le temps, 10% de personnes qui lâchaient des pouces bleus. Donc s'il y avait des fois 200 vues, il y avait 20 pouces bleus. Donc 20 personnes impliquées dans la vidéo qui vraiment se font chier à mettre un pouce bleu, on va dire, qui ont vraiment aimé, qui le montrent. Ça fait plaisir, 10% c'est énorme. Je trouve vraiment c'est une belle statistique qui correspond aux très gros youtubeurs de la plateforme. Ça reste en moyenne entre 10 et 15%, même pour des Squeezie, des trucs comme ça. Quand il va faire 1 million de vues, il aura 100 000 pouces bleus. Donc, et même parfois moins si la vidéo ne plaît pas. Donc 10%, je trouve ça vraiment énorme. Donc merci encore. Merci aussi de toujours être là après tant d'années. C'est super de toujours me suivre, me soutenir dans mes trucs. Même quand je vais faire une vidéo où je cours un semi-marathon, il y aura du monde. Quand je fais des cours de japonais, il y a du monde. Je fais un vlog, il y a du monde. Là, je fais ce genre de vidéo, je sais qu'il y a des gens qui écoutent. Donc merci à vous. J'espère vraiment vous rendre le truc, vous rendre l'appareil en vous motivant à y aller. J'aimerais tellement que vous puissiez réussir votre rêve. C'est pas qu'une question d'argent forcément, et c'est pas qu'une question de motivation aussi. Enfin, c'est un tout
qui est dans la tête, quoi. C'est plus un mindset. Tu veux aller au Japon, bah, dis-toi que tu y vas. Te dis pas, ah, j'aimerais y aller. Dis-toi que tu y vas, budgétise tout ça. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos sur bah, comment y aller, comment faire pour aider, hein. Je vous invite à suivre mes guides de voyage. Mais j'espère vraiment vous rendre tout ça. Bref, à la prochaine la team, et puis encore bonne année. Du coup, je crois que je vous l'avais déjà dit par message à la communauté, mais je vous le redis encore une fois. Bisous!